On écoute le témoignage de Camille sur l'amour yin et l'amour yang, c'est en tout cas ce que j'en ai retenu, et tout de suite après nous nous voyons pour un commentaire à ce sujet. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Grâce à Jean-Charles Bouchon, on vous aide à devenir sujet de votre vie, sujet et ne plus objet subissant les violences des autres. Camille, bonjour, c'est votre mère, je crois, qui était assez terrible. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Jean-Charles. Bonjour Camille. Bonjour, donc c'est effectivement toute mon enfance qui a été assez terrible et ça s'est répercuté à l'école et ça s'est répercuté aussi sur mes conjoints parce que j'avais pas du tout confiance en moi, quoi. Donc à la limite, la maltraitance, c'était un petit peu... Votre quotidien. Mon quotidien, voilà, tout à fait. Alors par exemple, ma mère faisait souvent la grève de la parole. Si je lui obéissais pas, elle me parlait plus. Et moi je la suppliais, mais maman, parle-moi, tape-moi si tu veux, mais parle-moi. C'était terrible. Ouais, c'est assez terrible ça aussi. Ça génère de l'angoisse d'abandon. D'ailleurs, je l'ai toujours, cette angoisse d'abandon. Ouais. Et votre maman devait être dépressive quelque part. Oui, tout à fait. Et oui. Alors, ce qu'il faut entendre, voilà, ce que j'ai besoin de dire, s'il vous plaît, Camille, quand les enfants sont nourris au lait maternel quand ils sont petits, mais ils sont aussi nourris à l'amour maternel. Simplement, il y a des mamans qui n'y arrivent pas. Imaginez simplement une maman dépressive. Elle est dans sa dépression, incapable d'amour. Et que va penser l'enfant? Naturellement, l'enfant pense « je ne suis donc pas digne d'amour ». Et c'est là où j'ai envie de rectifier et de dire « non, attendez, c'est votre parent qui n'était pas capable, vous n'étiez pas sujet dans cette histoire. Elle n'était juste pas capable de s'apercevoir qu'elle avait une jolie petite fille à ses côtés. Donc vous n'êtes pas vous-même à vous remettre en cause. » Ce que vous voulez dire, Jean-Charles Bouchou, et je vais le dire très clairement pour que tout le monde l'entende, en fait, on ne devient sujet qu'à partir du moment où on a plus de 15 ans, 16 ans. Ah oui. Tant qu'on est enfant, quand on renonce à ses parents. Et à un moment donné, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure dans l'autre témoignage, c'est tellement difficile de renoncer à quelque chose que l'on n'a pas reçu. C'est plus facile de renoncer. C'est d'ailleurs Freud, une phrase de Freud que j'ai entendue il y a très longtemps et qui m'a fait beaucoup de bien. On fait mieux le deuil de ce qu'on a eu. Oui. Que de ce qui nous manque, bien sûr. Et si on comprend ça, on comprend même l'addiction à une drogue. Ouais. Nous sommes addicts à une drogue à la hauteur de ce qu'elle ne nous donne pas. Et non pas à la hauteur de ce qu'elle nous donne. Parce qu'on espère toujours que ça finira bien par arriver, là on en reprend encore et encore. Oui, et on tout trouve à pas. fait, oui. Et pareil avec les gens. Oui, bon, enfin pour moi ça a été assez terrible. Il y avait aussi, ma mère aimait que les garçons, et mes deux tantes aussi du côté de ma mère, et de ce fait, ma sœur et moi, on était très très mal aimés. Et j'avais un petit frère qui voulait pas manger, par exemple, et donc à chaque fois qu'il prenait une bouchée, il avait le droit de me faire une grimace. Donc, et moi j'avais le droit de rien dire, mais c'était horrible, Donc horrible. Elle vous utilisait pour que son petit garçon puisse manger. Puisse manger. Oui. Alors, ça, c'est quand même une manipulation pas terrible. Ah oui, c'était terrible. Et c'est une violence pour vous, vous savez, mais c'est aussi, on n'y pense pas, dans le cadre de la violence invisible, c'est une violence pour le petit garçon, à qui on ne devrait pas permettre de se comporter comme ça, et je voudrais bien savoir comment il a pu grandir, cet enfant. Je m'entends très bien maintenant avec ce frère-là, et culpabilise énormément de tout ce qu'il m'a fait voir, évidemment. Il s'en rappelle aussi, on en reparle, effectivement. Bon, moi j'ai fait une très longue psychothérapie après un burn-out, et tout ça, ça m'a aidé à digérer le fait que ça venait pas de ma faute, mais je veux dire, ça c'est tout le temps reporté. À l'école, c'était pareil, je vomissais tous les matins avant d'aller à l'école parce que je me faisais maltraiter à l'école, et on me donnait du citrate de bétaïne, quoi. Bon, et puis après, mes conjoints, j'ai toujours choisi des conjoints qui me rabaissaient. Maintenant, je vis seule, je suis tranquille, mais voilà, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. Alors, vous vivez seul aujourd'hui. Bon, cela dit, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls, et pas forcément parce qu'ils ont peur d'être maltraités. Mais est-ce que vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, qui vous traitent bien? Ah oui, bien sûr, j'ai du monde autour de moi. Je fais partie de plusieurs associations. Je sais que je suis aimée. D'accord. C'est un Donc choix, vous avez fait le travail pour devenir sujet. Oui, voilà. Donc quand j'ai accouché de ma fille, j'ai eu peur d'être comme maman avec ma fille, de pas l'aimer non plus, parce que j'avais déjà 2 garçons. J'ai eu très peur d'être comme ma maman. Bon, en fait, et j'entendais votre émission d'hier. En fait, j'ai été tellement laxiste à tout lui laisser passer pour qu'elle m'aime, cet enfant, qu'un jour elle m'a reproché de l'avoir mal élevé. Voilà l'histoire. Eh bien, vous avez pu lui expliquer pourquoi vous lui avez donné tant d'amour?
Oui, elle le sait, hein, bien sûr, elle le sait, mais on en a beaucoup parlé. Parce que ça peut l'aider à mieux vous comprendre et donc à se comprendre. Oui. Oui, parce qu'elle me reprochait de l'avoir empêché de se construire parce que je lui ai jamais mis de là, quoi. Elle n'a jamais mis de limite. Et le papa faisait pas son travail ? Ah non, le papa, il était parti et il avait même du mal à la voir, même si je faisais des pieds et des mains pour qu'il voie sa fille, c'était toujours très compliqué. Donc non, le papa, il a carrément laissé tomber l'affaire. Et voilà, après, elle a eu un beau-père qu'elle a adoré, et c'était bien. Mais moi, j'ai été quand même assez longtemps seule avec mes 3 enfants, donc c'est vrai que je leur faisais une confiance absolue, et de ce fait, comme je leur faisais confiance, je me disais que j'avais pas à leur mettre d'interdit. C'est une très mauvaise façon d'élever ses enfants, je le reconnais tout à fait, mais c'est fait. Comment va-t-elle, votre fille ? Elle va très bien. Voilà, c'est réussi. Ouais. Elle a peut-être fait un transfert paternel sur son beau-père. Oui. Et en fin de compte, elle a obtenu... Parce que vous n'êtes pas là pour tout donner à l'enfant, hein, parce que vous donnez de l'amour, le père peut donner des règles, parce que là, dans votre discours, vous auriez voulu être à la fois la maman et le papa. Oui, tout à fait. C'est bien de séparer un petit peu les rôles. Hein. Et vous y êtes arrivé, c'est ça qui est formidable. Oui, bon, maintenant, elle a 40 ans, hein, c'est bon, quoi. Ouais. Voilà. Et ça va être maintenant à elle d'être... Enfin, elle est peut-être déjà maman, d'ailleurs. Elle a eu un enfant, mais il a été secoué par le papa. Donc, elle a vécu quelque chose d'horrible, quoi. Il est décédé depuis. Elle a pu le conserver pendant 2 ans et depuis, elle a plus d'enfants. Elle veut plus en avoir. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe dans sa tête, mais elle s'en remettra jamais, hein, forcément. Hein. C'est une histoire horrible que vous racontez, oui. Ah oui. C'est vrai que c'est une histoire horrible. Oui, y a pas... Bon, mais en tout cas, bravo, parce que vous avez fait un travail qui visiblement a porté ses fruits. Oui, mes 3 enfants vont très bien et je me dis que même si j'ai fait des erreurs, parce qu'on peut pas être des parents parfaits, ça va bien pour eux, quoi. Voilà, donc c'est super. Je suis bien contente d'être revenue de tout ça et grâce à une longue psychothérapie quand même. Hein. Mais ils sont là pour ça, les thérapeutes. Hein. Ils sont là pour déblayer, pour nous aider à devenir sujet. Et puis pour rendre visible l'invisible. Ah oui, mais ça... Pour nous obliger à sortir du déni dont nous parlions tout à l'heure. Oui, et ça, je le conseille souvent aux gens autour de moi qui vont pas bien. Va voir un psy, mais pour eux, c'est trop difficile. Oui, et pourtant, c'est difficile d'aller voir un thérapeute. Hein. Puis il faut trouver le bon aussi. Hein. C'est vrai que j'en ai vu plusieurs avant de trouver la bonne personne. Mais bon, on y arrive quand on veut vraiment... oui, mais ça, à la limite, c'est pas très grave. C'est pareil, on va... C'est plus que pas très grave. C'est formidable. C'est-à-dire que Camille, qui à un moment donné subit de la violence et se dit ça doit être normal puisque j'ai vécu ça toute ma vie, lorsqu'elle va voir des thérapeutes, elle est capable de choisir. Eh ben, c'est super que vous ayez rencontré des mauvais thérapeutes parce que vous avez été obligé de dire, mauvais pour vous, j'entends. Hein, celui-là, j'en veux pas. Celui-là, j'en veux pas. Avec cette personne-là, je me sens bien. Et avec cette personne-là, je vais faire un bon travail. C'est ce qui s'est passé, Camille. Oui. Voilà. Et en plus, cette thérapeute m'a dit un jour que la première fois qu'elle m'avait vue, elle croyait que je lui mentais. Parce qu'elle disait, vous racontez votre histoire comme si c'était la bonne farce de la voisine, quoi. Et moi, après, elle a compris que je lui mentais pas, mais elle me disait, mais c'est incroyable, vous parlez de ça. Mais comme ça, Camille, c'est quelque chose qu'on entend souvent. On relativise un peu, on se moque un peu de soi parce que sinon c'est trop tragique. Hein. C'est une bonne survie d'ailleurs. C'est d'ailleurs sans doute ce qui vous a... Ça peut être un passage, c'est un mécanisme de défense qui est à respecter, mais quand quelqu'un vient vous voir en riant et en vous racontant des horreurs... Je dis bien, j'ai bien dit que c'est quelque chose qu'on entendait souvent, mais qui est un mécanisme de défense, je suis bien d'accord. Mais qui à un moment donné devra tomber. Qu'il faut faire tomber, bien sûr. Mais c'est aussi de comprendre ce mécanisme de défense, évidemment. Merci Camille, merci beaucoup. Alors nous pensons souvent que amour rime avec don. Et je ne suis pas certain de cela. Je crois qu'on peut donner à des gens qu'on n'aime pas, ça arrive. Et puis on peut être avec des gens que l'on aime et pas forcément leur donner. Donc l'équation ne fonctionne pas. En fait, l'amour ne se décrète pas, l'amour c'est comme ça. Et c'est une vibration, c'est une présence. Je crois que l'amour est une présence. Je dis ça parce que dans le cas de Camille, on entend bien que l'angoisse d'abandon fait qu'on n'arrive pas à dire non à l'autre. Alors on lui donne trop. Et à un moment donné, ça devient même plus de l'amour, ça devient presque toxique. C'est-à-dire que, je donne toujours cet exemple de l'amour yin, l'amour yang. Imaginez un enfant qui tombe, il pleure, vous le prenez dans vos bras, vous le rassurez, ça c'est un amour yin.
C'est un amour que l'on pourrait appeler maternant, par exemple. Mais si le petit enfant a envie de mettre ses doigts dans la prise de courant pour voir comment ça fait, ben on va pousser un grand cri, on risque de le faire pleurer. Et là, c'est un amour yang, c'est-à-dire qu'on lui pose une limite. On projette vers lui une violence, en fin de compte, une agressivité, mais c'est une agressivité qui est bonne pour lui, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il va faire attention. Donc c'est de l'amour. Et l'absence d'amour yang rend la relation toxique avec l'enfant, ou même avec une personne que l'on aime. Une personne que l'on aime, il faut être capable de lui donner certainement, mais il faut être capable parfois de lui dire non, regarde, là j'ai ma limite, je suis un sujet, j'existe en tant que sujet, et comme j'existe en tant que sujet, je peux t'accueillir toi en tant que sujet aussi. Donc quand je dis non à quelqu'un, quand je lui offre une limite, eh ben, je lui dis j'ai une limite, toi tu en as une aussi, je suis sujet, donc toi tu en as un autre. Si jamais je suis tout le temps en train de dire oui, je ne suis pas sujet, je deviens l'objet de l'autre, et si je suis l'objet de l'autre, je ne peux pas le reconnaître en tant qu'objet. Donc en fait, dire non, c'est aussi faire du bien à l'autre, et ça c'est quelque chose que nous avons du mal à comprendre. C'est pour ça que je dis toujours, recentrez-vous sur vous et se faire du bien à soi, se reconnaître soi-même en tant que sujet, c'est le plus beau cadeau que nous pouvons faire au reste du monde, même si ça n'est pas le but. Je ne me fais pas du bien dans le but d'être bon pour les autres, ce qui deviendrait à nouveau quelque chose de névrotique. Voilà, je vous laisse réfléchir à cette idée, l'idée de l'amour yang et l'idée de l'amour yin, l'idée de poser des limites, l'idée d'amener quelquefois même une forme d'agressivité dans la vie qui peut être bénéfique. Les violences invisibles sont tout autant ces violences que l'on n'entend pas et qui sont délétères et qui sont toxiques, mais c'est aussi parfois une absence d'agressivité devient une forme de violence dans le sens où la relation finit par devenir toxique. Voilà, vous avez des éléments là pour y réfléchir. On se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. Si vous aimez ces vidéos, pensez à vous abonner, à activer une petite cloche et à mettre des pouces vers le haut pour remercier tout simplement ou pour faire fonctionner la machine en tout cas. Je vous souhaite une bonne continuation, à bientôt. Au revoir.